Bonjour à toutes et à tous. On parlait de joie et d'inclusion en début de matinée. Donc le 18 octobre dernier, l'UNAFAM du 69 ainsi qu'un grand nombre d'acteurs de la santé mentale du Rhône ont organisé la première édition de la Psy Parade, une marche joyeuse et solidaire dans les rues de Lyon pour déstigmatiser les troubles psychiques. Et nous avons eu la chance d'avoir 1 minute 51 de retour dans FR3 le soir, au journal de 19h. Et donc, on est trop fiers de vous montrer cette vidéo. Changer le regard, lutter contre les préjugés. Des personnes vivant avec des troubles psychiques participent à la parade pour être visibles dans l'espace public. Je suis là pour montrer aux gens que le TDAH, on peut en faire une force. Ce n'est aucunement une faiblesse. Je peux voir différentes personnes et me retrouver avec des gens qui se sentent un peu exclus de la société et effectivement, je suis un peu en marge de la société pour beaucoup de personnes, mais je me trouve surtout plus en sécurité avec des gens qui sont un peu comme moi. Et ben, du coup, on parlait de l'action politique de Santé Mentale France, finalement le concret des actions autour du rétablissement, mais on voit que c'est un sujet qui intéresse la société. On a des reportages, et ben justement sur la région, on avait mis en place donc des états généraux des personnes concernées sous forme d'une enquête que vous pouvez retrouver à travers ce QR code, qui est aussi l'occasion de voir un peu un état des lieux, des besoins, des attentes du coup sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous donner un peu quelques éléments de contexte, je laisse Théa commencer à présenter sur qu'est-ce qu'on a fait. Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région pionnière en termes de rétablissement. La toute première édition des ateliers du rétablissement a eu lieu en 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes. Il réunissait des personnes concernées par la santé mentale, leurs proches, des professionnels, des élus et des associations. Une première version des états généraux des personnes concernées a également déjà été réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Ces temps forts ont alimenté la construction des PTSM de première génération, ainsi que des associations comme le collectif Toutes et tous concernés 69. Et donc, pour recueillir différents avis, donc a été déployée une enquête sous le principe d'une enquête pour parler aussi des besoins en termes de quotidien, notamment autour des difficultés rencontrées et des propositions de solutions. Le principe des états généraux, quel que soit le sujet politique qui est mis en avant, c'est à la fois l'état des lieux, mais aussi être force de proposition autour des différentes thématiques. Alors les thématiques qui avaient été proposées dans l'enquête, vous les retrouvez ici: la question du lien social, l'accès aux soins, transport et mobilité, emploi, activité et formation, logement et autonomie, dispositifs d'écoute, droit et participation citoyenne, activités culturelles et sportives, stigmatisation, vie affective et parentalité. Donc des sujets de la vie quotidienne, bien au-delà de la question du soin, comme l'est le rétablissement. D'ailleurs, cette idée que ça va concerner l'ensemble de la vie. Alors, un plaidoyer à construire pour améliorer la vie des personnes concernées. Cette étude a été faite pour mieux comprendre la vie et les problèmes que peuvent rencontrer les personnes ayant des troubles psychiques vivant en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un double objectif. 1, nous voulons que leurs paroles soient mieux entendues. Et 2, construire un plaidoyer pour faire remonter leurs besoins, leurs difficultés et leurs solutions pour aider à changer les politiques publiques. Cette étude n'est pas exhaustive, elle ne représente pas toutes les personnes concernées, mais donne des pistes de réflexion. Elle est un point de départ pour construire un plaidoyer régional qui sera déployé en 2026. Il nourrira par ailleurs les projets territoriaux de santé mentale, PTSM, de seconde génération. Et donc, du coup, comme toute enquête, que ce soit un sondage ou une recherche, il y a différents biais, différentes limites. Sachant que effectivement, cette enquête n'a pas vocation à représenter la totalité des personnes concernées sur la région. C'est un échantillon qu'on a pu avoir une représentation variable des territoires, avec des territoires plus présents que d'autres. Et les modalités de recueil, en fait, elles permettent
finalement de toucher plutôt des personnes qui sont déjà intégrées dans un collectif, qui sont déjà accompagnées. Alors, au niveau des bases de l'enquête, plus de 600 personnes ont été interrogées. 70% viennent du Rhône et de la Loire, avec une parité homme-femme, et en majorité entre 35 et 55 ans. Et donc, pour en revenir sur des questions de méthodologie, on a été confronté à la gestion du double type de réponses, les réponses individuelles et les réponses collectives. Donc, il a été nécessaire d'avoir une méthode de pondération, donc, qui est développée dans le document que vous retrouvez avec le QR code. En tout cas, l'idée de valoriser la parole collective, c'est aussi important parce que du coup, beaucoup de personnes s'expriment à travers des collectifs sans pour autant du coup, les survaloriser. Et puis, on est parti sur ces thématiques, pas par hasard, parce que des états généraux des personnes concernées avaient déjà été établis dans le Rhône. Donc, l'idée, c'était de partir de cette expérience-là avec d'avoir un niveau de réponse en fonction de questions qui soient plus variées entre le oui et le non, ou le plutôt oui, plutôt non, et puis des questions ouvertes pour du coup avoir un peu plus d'éclaircissement sur les taux de réponse. Donc, ça va être la réponse la plus fréquente qui va être du coup étudiée, plus c'est-à-dire celle de la majorité. Et puis, ça permet d'avoir des tendances. Là encore, une enquête n'a pas vocation à donner la vérité absolue, mais du coup, d'identifier des tendances. Et c'est finalement à partir de ces petites tendances qu'on établit une tendance globale. En effet, au niveau des tendances générales, près de 76% s'engagent dans les collectifs de personnes concernées. Plus de 86% ont accès à un espace d'écoute ou d'échange. Plus de 70% des personnes disent pouvoir vivre de façon autonome. Plus de 55% disent avoir des difficultés à trouver ou à garder un emploi ou une formation adaptée. Près de 77% se sont déjà sentis stigmatisés. Et plus de 85% des personnes interrogées ont déjà ressenti un fort sentiment de solitude. Donc, pour lancer la discussion sur ces thématiques, que ce soit l'isolement, l'emploi, la stigmatisation, qui sont au cœur des résultats de l'enquête, nous proposons un temps d'échange qui part de nos tables rondes. Donc, nous avons du coup un panel varié aujourd'hui autour du coup de ces questions. J'ai à ma gauche Marlène Giraudon qui représente les PTSM de toute la région et plus particulièrement un PTSM. Elle nous en dira un peu plus. Astrid qui est personne concernée et du coup père aidante. À ma droite, Yann Boulon de Réaccord 42 et Christophe Berthe, personnes concernées. Et puis pour du coup lancer cette table ronde, nous avons aussi le regard du coup de Morgane Massieu de l'ARS qui pourra commenter nos différents échanges avant de prendre son train, parce qu'il y a aussi des impératifs de train. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de vous présenter les uns les autres déjà succinctement, si vous aviez déjà des premières réflexions à nous faire sur ce qu'on vient de se dire. Du coup, je vais prendre la parole. Marlène Giraudon, je suis coordinatrice du projet territorial de santé mentale de l'Ardèche depuis 3 ans. J'ai contribué à la diffusion du questionnaire auprès des collectifs de l'Ardèche, des jeunes, des personnes concernées, etc. Donc, je suis très heureuse d'avoir participé à cette enquête. J'ai trouvé que le résultat était vraiment sérieux et que l'analyse était très qualitative et que les recommandations étaient forcément intéressantes. Après, j'ai une petite réflexion à vous partager sur le lien entre les PTSM et les personnes concernées, qui est issue de mon expérience. Je ne sais pas si c'est le moment, peut-être plus tard. Donc, je me présente. Donc, je suis Astrid Dorn. Je suis une patiente rétablie. Non, en fait, j'étais une patiente rétablie avant de me garer à Saint-Étienne. Là, je sais plus trop ce que je suis, mais non, sérieusement, 40 minutes quand même, hein, c'était raide. Bref, du coup, je suis une patiente rétablie. Je suis passée par plein de diagnostics et par plein d'hôpital psy, voilà, pour au final aller mieux, être stabilisée. Et du coup, j'ai profité de ma rencontre avec Marlène.
et sous l'impulsion de l'hôpital Sainte-Marie, de Priva et de l'ARS, j'ai postulé, je me suis inscrite au diplôme universitaire de patient expert en psychiatrie, addictologie et troubles du sommeil à l'université Paris-Cité. Donc je suis actuellement et très nouvellement salariée du comité des bases, un collectif Androm Ardèche qui met en avant quelque chose qui m'est très précieux et dont on parle rarement dans les endroits comme ici, c'est la précarité qui va avec les troubles psychiques et la santé mentale. Voilà. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Morgane Mincieux. Effectivement, je crois que ce matin, je me suis pas présentée. Je suis référente régionale santé mentale à l'Agence régionale de santé. Et effectivement, pour rebondir sur les conclusions, elles font complètement écho avec les orientations stratégiques de l'agence, que ce soit à l'échelon régional et à l'échelon des départements portés par effectivement les PTSM. Je vois qu'il y a effectivement un axe sur l'écoute et la lutte contre la stigmatisation. C'est vraiment un enjeu majeur pour nous. On a un certain nombre de dispositifs portés, soutenus par l'ARS autour de l'écoute, les lieux d'écoute, les temps de psychologues financés dans les missions locales, les maisons des adolescents qui viennent d'être renforcées sur l'ensemble de la région. En tout cas, nous, on est vraiment attentifs et ça nous nourrit et on est très, très intéressés et très preneurs de ces conclusions aussi. Merci. Faire remonter le micro. Merci. Donc Yann Voulon, je suis en premier lieu directeur de l'association Recherche et Formation et du coup par mise à disposition du GCSMS Réaccord 42, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le champ de la santé mentale sur des fonctions et des structures différentes. Voilà. Donc c'est un sujet effectivement qui me tient à cœur, y compris parce que à titre personnel, je membre de ma famille qui est concerné par un trouble psychique. Et en plus, effectivement, la question de la parole des personnes concernées est un sujet qui, pour moi, est fondamental, même si aujourd'hui, dans mes fonctions de responsable, il m'arrive parfois, du fait de mes fonctions ou de la façon dont je les exerce, de venir heurter aussi cet enjeu important. Donc voilà, un sujet complexe, mais on essaye de tout faire pour que ça s'améliore. Bonjour, je m'appelle Christophe Aubert. Je suis parti du foyer EPI. Et en même temps, je suis des cours de boxe anglaise parce qu'on s'est aperçu que la boxe et le mental, c'est au top niveau. Donc voilà, c'est en attendant un peu de tous les côtés qu'on arrive à de grands résultats, je pense. Du coup, pour poursuivre justement sur la question de la boxe, c'est un des éléments qui ressort de l'étude, c'est les questions de comment on accède aux activités, à être dans le droit finalement commun, on va dire, et que finalement, en termes de droit, notre outil, c'est les PTSM. Et pour le coup, Marlène avait justement réfléchi à ces questions sur articulation, personnes concernées, PTSM, comment ça se vit en pratique? Oui, alors moi, je suis pas forcément très à l'aise, du coup j'ai écrit quelque chose et puis comme ça j'ai mis mes idées sur le papier. C'est sur les liens qu'il y a entre le PTSM et les personnes concernées. En fait, je me suis vraiment questionnée là-dessus quand je suis arrivée en 2022 sur mon poste. Et j'ai commencé à m'y intéresser de près. Et j'ai découvert que le PTSM fondateur, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était celui du Rhône. Et son caractère original, c'était d'avoir été écrit par les personnes concernées et pour les personnes concernées. Du coup, j'avais jamais entendu l'expression personne concernée, moi-même, en 2022. Et j'ai regardé dans mon PTSM, celui de l'Ardèche, et elle n'y figurait pas. Et sur les 170 actions inscrites au PTSM de l'Ardèche, il y en avait une qui semblait émaner de l'expression des usagers eux-mêmes. C'était marqué « Promouvoir le développement de la paire aidance ». Dans l'hôpital où je travaille, il y a bien une CDU, donc une commission des usagers. Je m'y suis rendue et j'ai pu constater qu'il n'y avait pas d'usagers dans cette commission. Donc, il y avait pour moi là un axe de travail. Donc, je me suis d'abord demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne concernée ? Pour que ce soit plus clair, on ajoute souvent « personne concernée par un trouble psychique ». Et voilà qu'on stigmatise à nouveau, alors que le but, justement, c'est l'inverse. Moi, qui ai connu des épisodes dépressifs, moi qui suis traversée par des insomnies, moi qui suis colérique et parfois violent, suis-je une personne concernée ? On dit bien que nous avons tous une santé mentale.
Et d'un certain point de vue, chacun est concerné par son propre devenir. Précisément, en étudiant, en enquêtant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'on devenait concerné par la maladie quand on perçoit qu'elle entrave le cours de notre vie, qu'elle entraîne une perte de chance. Alors, on se sent concerné par le rétablissement. Et on découvre qu'il ne dépend pas que de soi ou des traitements ou de l'accès à un médecin psychiatre, mais aussi du contexte dans lequel on évolue. Je me souviens avoir entendu une éducatrice spécialisée dire que c'est le regard de la société qui fait le fou, ou encore une pédopsychiatre dire qu'on trouve toujours l'impossibilité à relationner au cœur de la maladie. Dans le Rhône, le PTSM a voulu casser la verticalité de l'institution vécue comme un pouvoir pris sur les sujets en souffrance. Après avoir renversé la table, les personnes concernées ont donné 6 ambitions à leur PTSM. Alors, je ne vais pas vous les lire parce que c'est un peu long, mais je peux les partager après la rencontre. En tout cas, je m'en suis très largement inspirée dans ma fonction de coordination du PTSM en Ardèche, parce qu'en arrivant, j'avais une certaine liberté et j'ai créé 3 groupes de travail que j'ai réunis de façon rapprochée. Il y en avait un qui s'appelait Logement accompagné, accompagnement dans le logement. L'autre, c'était réhabilitation psychosociale et le 3e, personnes concernées. J'avais l'intuition que c'était les vrais sujets. Après 3 ans sur ce poste, et je vais conclure avec ça pour montrer vraiment le rapprochement qu'il y a entre les enjeux qui concernent les personnes et les enjeux des PTSM. Après 3 ans sur ce poste, il apparaît évident que le PTSM questionne, voire bouscule les habitudes de travail et les positions dominantes dans le sanitaire et le médico-social, même si les personnes concernées en sont absentes ou si elles sont peu représentées, parce que ça dépend vraiment des PTSM et des territoires. Il y a 110 PTSM en France, il y en a un par département grosso modo. Et pour une raison très simple, c'est que c'est un objet transversal, horizontal. Les fiches actions, elles sont transversales. Elles amènent les acteurs qui sont impliqués dans l'accompagnement des publics à se rencontrer, à se parler, à se connaître et même à coopérer. Le PTSM du Rhône est fondé sur une intuition que je vais citer. Dans un système de santé mentale ayant des difficultés à se réformer, l'expression directe des personnes concernées permettrait d'abaisser les obstacles à la transformation du système de santé. Les PTSM de France, qui sont issus de ce modèle, font le pari du décloisonnement et de la coopération en santé mentale de tous les acteurs pour relever les défis qui sont présentés dans l'enquête. Merci. Merci beaucoup. Alors, justement, avec Théa, nous, on avait 3 questions pour rentrer un peu dans le détail de cet enjeu, parce qu'on a l'outil PTSM, les personnes concernées qui nous ont exprimé des choses, et on avait 3 questions à vous proposer déjà, vous, ensuite, avant de solliciter la salle. Alors, moi, j'avais une première question, c'est comment mieux lutter contre l'isolement et la stigmatisation? Christophe, alors, moi, j'ai tendance à penser que la racine de tout, c'est la stigmatisation. Donc, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que disait Marlène, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'une personne concernée? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu un rhume? À main levée, comme ça, vite fait. Voilà, vous êtes tous des personnes concernées par le rétablissement en santé tout court. Il y a sans doute des gens qui ont déjà perdu leur papa ou leur maman ou un ami ou qui ont déjà fait un burn-out ou qui sont passés par le médecin généraliste à qui on a prescrit des antidépresseurs pour passer un petit peu le cap. C'est pas des gens qui ont reçu un diagnostic, donc c'est pas officiellement des personnes concernées. Pourtant, c'est arrivé à quand même beaucoup de gens. Et je pense que l'amphi serait encore bien plus rempli si les gens étaient un peu plus à l'aise avec le principe de santé mentale. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire sur les enfants et pas que, sur les adultes aussi, sur le regard qu'on porte sur la santé mentale, la sienne d'abord et puis celle des autres, parce que ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de dire quand même je trouve que depuis qu'il est rétabli de son cancer, il traîne un peu.
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Par contre, des gens qui disent, depuis qu'il a déclenché un épisode avec de la schizophrénie ou quelque chose, il faudrait qu'il se bouge un peu le cul quand même pour non. Moi, j'ai déjà entendu ça beaucoup. Oh, il y a de la volonté quand même. Hein. Il faut avoir de la volonté un petit peu dans la vie. On dirait pas ça de quelqu'un qui s'est remis d'une maladie grave, mais grave corporellement, on va dire. Pourtant, ça s'entend. Et je pense que s'il y a des personnes concernées, autant que je le pense dans la salle, c'est des choses que vous vous êtes sans doute déjà dit. La santé mentale, c'est la santé tout court. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire sur les masses, sur les gens, sur tout le monde. Déjà parce que dans l'étude, justement, moi, j'ai été un petit peu surprise. Alors, en vrai, ça s'explique, mais de voir qu'il y avait assez peu d'adolescents représentés, de jeunes. Simplement, je suppose parce qu'on met pas des diagnostics trop tôt déjà, mais aussi parce que moi j'ai eu un trouble psy qui a commencé très tôt à l'adolescence, et c'est particulièrement flippant quand on est ado déjà d'affronter ce que va être l'âge adulte, mais en plus l'âge adulte avec un trouble psy. C'est quelque chose, et je crois qu'il faut qu'on accompagne les enfants, les adolescents. Je pense que pour les adultes, on est déjà tous plus ou moins là, donc c'est le boulot, c'est un peu trop tard, mais je pense qu'il faut apprendre aux gens à regarder différemment, la maladie mentale, la maladie psychique, la santé mentale de manière générale, parce que c'est comme ça, hein. C'est en abaissant un petit peu, en donnant un peu plus de bienveillance, un peu plus. Pour moi, la stigmatisation est au cœur de tout. J'ai vu dans les conclusions aussi de l'étude beaucoup de témoignages de gens qui parlaient d'avoir loupé un logement, d'avoir loupé un travail, parce qu'ils ont évoqué qu'ils avaient un trouble psy. Je suppose que les propriétaires étaient terrorisés à l'idée d'avoir des dingueries dans leur logement, ce qui est un petit peu ridicule parce que les dingueries peuvent arriver avec les gens pas malades non plus. Mais c'est le regard des gens, le regard de toute la société qui pêche. Et c'est ça qu'il faut changer. Je pense que beaucoup de problématiques qu'on va aborder aujourd'hui peuvent être solutionnées par le changement de regard et par... c'est un petit peu bisounours, mais par l'apport d'un petit peu de bienveillance, hein, les uns sur les autres, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas sans ça. Voilà. Messieurs, une envie de rebondir sur cet enjeu de stigmatisation? Je vais commencer, puis Christophe complétera, ou en tout cas corrigera. Sur la stigmatisation, je suis d'accord qu'effectivement, il faut aujourd'hui qu'on arrive un peu à lever le tabou. Alors après, là, je parle d'expérience, encore une fois, ça ne vaut pas du tout parole universelle. Autant je suis très favorable à des campagnes très massives, voilà, qui permettent à un moment donné de parler des choses de manière très ouverte. Autant ensuite, quand on accompagne des personnes et qu'on est dans des stratégies individuelles d'accompagnement, cette question elle est beaucoup plus complexe et difficile. D'abord parce qu'aujourd'hui, nous, clairement, on ne prend aucune décision de révéler ou pas révéler tant que la personne ne nous a pas dit ce qu'elle souhaitait, encore une fois. Enfin, j'ai une maladie chronique, clairement, j'ai pas envie d'en parler. Donc, du coup, j'autorise personne à en parler. Donc, voilà, clairement, pour moi, c'est un sujet important de se dire, est-ce que la personne, elle souhaite ou pas qu'on communique sur son trouble? Si elle souhaite, comment elle veut qu'on en parle? Et si elle souhaite pas, comment on va aujourd'hui réfléchir à des stratégies qui permettront à la fois de ne pas aborder le sujet, en tout cas pas de manière directe, et puis de permettre néanmoins qu'il y ait des choses qui puissent se faire sur un plan voilà, de la citoyenneté et de la vie sociale. Après, ça veut dire effectivement que parfois on a des stratégies où la rencontre, le trouble psychique est complètement absente de la rencontre qu'on va provoquer, et donc effectivement on fait des mises en scène, des stratégies un peu spécifiques pour que ce sujet n'apparaisse pas, et que les personnes soient avant tout vues comme des personnes, avant qu'éventuellement la question du trouble se pose, soit parce que, encore une fois, il va y avoir des éléments manifestes qui vont devoir qu'on puisse en dire quelque chose, soit parce que la personne aura envie de dire quelque chose de son trouble. Mais c'est un peu différent pour moi, et d'expérience, toutes les fois qu'on a voulu aller un peu rapidement sur l'explicitation du trouble, pour justement essayer de lutter contre la stigmatisation, l'effet a été plutôt inverse, et c'est plutôt venu bloquer des choses. Mais ce sont des sujets extrêmement compliqués. Je ne sais pas si Christophe, ou en termes du regard des autres, si vous voulez, ça va mieux maintenant. Ça a été compliqué parfois. En fait, le plus dur, pour moi, c'était les débuts de mon hospitalisation. Parce que je me rappelle, on était dans un car et on se mettait au fond, on mettait les rideaux pour pas qu'on nous voit.
Et c'est vrai que c'est le défaut du début qui se corrige avec le temps, et puis après, ça, comme on dit, ça passe comme une lettre à la poste. Bah moi, je veux bien rajouter quelque chose. Effectivement, ce que je me dis, c'est que c'est l'apprentissage de la honte de soi, de la honte de la maladie. Et j'ai aussi entendu parler maintenant de autostigmatisation, qui est, à mon avis, une manière, au bout d'un moment, d'être confronté à ce genre de situation, d'intérioriser la stigmatisation et de se limiter soi-même dans des choses qu'on pourrait très bien faire, entreprendre, voilà, mais de se limiter soi-même en se disant que non, on ne peut pas. Et effectivement, comme disait Astrid, je pense que c'est au centre absolument de tous les sujets. Moi, je peux vous partager encore une petite histoire que j'ai écrite. On va vraiment faire un pas de côté par rapport à ça, parce que moi, je suis pas à nouveau personne concernée. Mais la stigmatisation, c'est un sujet qui touche aussi bien les personnes de couleur, qui touche beaucoup de minorités, en fait. Et du coup, je me suis souvenue, quand j'étais petite, que ma grand-mère me disait « Heureusement que j'ai épousé ton grand-père en 1946, sinon l'année d'après, j'aurais été Catherinette. » Et je sentais toute l'horreur que représentait ce statut social pour ma grand-mère. Alors, c'est un peu d'un autre temps, du coup je me suis renseignée, et à l'origine, les Catherinettes, c'était des jeunes femmes célibataires l'année de leurs 25 ans. Elles confectionnaient une coiffe jaune et verte ridicule, très voyante, et défilaient ensuite jusqu'à la statue de Sainte Catherine, au pied de laquelle elles déposaient des offrandes, et dont elles baisaient les pieds pour demander sa protection. Et ne pas risquer elles-mêmes d'être tentées hors des liens sacrés du mariage par une petite escapade amoureuse. Donc en fait, il n'y avait pas de honte au départ dans la tradition des Catherinettes du tout. Mais elles ont été stigmatisées par la société parce que les femmes n'avaient pas de statut en dehors du mariage et qu'il était donc indispensable qu'elles rentrent dans le rang et vite. Donc je trouve que vous en avez parlé un peu tout à l'heure, aujourd'hui il y a des puissants médias et des puissantes voix qui contribuent à déstigmatiser les troubles psychiques dans l'espace public, et j'espère que les choses elles vont continuer à bouger dans ce sens-là. Effectivement, la stigmatisation, l'isolement, ce n'est pas réservé que aux troubles psychiques, et effectivement c'est déjà un des freins à l'accès à une vie riche et pleine, comme on peut espérer dans le rétablissement. Et justement, cette question de l'accès aux activités de la vie quotidienne, on voit que dans l'étude, ça revient beaucoup. La difficulté d'accès, le manque d'accessibilité, qui pourtant, l'accessibilité, on en a beaucoup parlé avec la loi de 2005, qui a permis la création des GEM, mais on voit que dans l'étude revient beaucoup l'accessibilité au travail, à l'emploi, aux activités sociales, qui a un besoin de, du coup, donner un petit coup de pouce, comme une rampe d'accès, comme on pourrait faire pour les fauteuils. Et du coup, c'était un peu la deuxième question qu'on voulait vous poser avec Théa sur qu'est-ce qui peut aider ou garantir l'accès à l'emploi, à l'activité et à la formation. Peut-être effectivement sur cette question de l'isolement social. Alors d'abord parce que les situations sont très variées, hein, selon que les personnes ont fondé ou pas une famille, selon qu'elles aient une famille elles-mêmes, selon qu'elles aient des relations amicales ou sociales très, très denses, ou selon effectivement qu'elles vivent de manière isolée. Alors après, la particularité, c'est que moi, en tant que responsable d'établissements médico-sociaux, la question du lien social, elle est effectivement travaillée au quotidien. Et d'ailleurs, quand on a réuni le collectif de personnes dans le cadre de ce travail préparatoire, qui était pour la majorité des personnes en établissement, la question de l'isolement n'est pas ressortie comme une question prioritaire. Parce qu'effectivement, les établissements font beaucoup de choses pour permettre justement du lien social. Alors aujourd'hui, avec le recul, moi je dis parfois même sans doute trop de liens. Enfin, je ne sais pas ce que Christophe en pense, mais il y a beaucoup de monde tout le temps. Je ne sais pas si des fois ça ne saoule pas un peu. Parce qu'on vit à 10, on est tout le temps voilà, dans une unité. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et même quand on accompagne après des activités, évidemment, on fait plein de choses, mais c'est toujours aussi conditionné au fait que l'établissement mette en place. Et il y a forcément un risque à un moment donné à la fois d'un peu d'enfermement sur soi, hein, de faire des activités entre soi, et y compris une activité un peu de dépendance, parce que l'établissement doit mettre en place des choses, et s'il ne se fait rien, c'est plus compliqué. Donc du coup, on essaye beaucoup aussi de faire en sorte
permettre aux personnes d'aller faire des activités dans des structures non spécialisées au droit commun. Peut-être que Christophe, vous pourrez parler du projet justement Box, comment ça s'est passé avec le club du quartier, pour encore une fois qu'elles puissent aussi avoir le choix de faire des activités soit organisées par l'établissement parce qu'il y a un certain nombre de leviers d'accompagnement qui sont intéressants, mais aussi faire valoir la volonté de faire des activités en dehors d'un cadre justement trop et collectif et institutionnel, parce que ça peut être à un moment donné un vrai frein, en tout cas une limite à l'exercice de l'institution. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur le projet. Alors, on va parler de la boxe un petit peu. Et en fait, j'apprécie beaucoup la boxe parce que, enfin, comme tous les sports d'ailleurs, parce que moi je trouve qu'une fois que on a bien transpiré pendant une séance de boxe, je peux vous croire que on va mieux tout à coup. C'est vrai que parfois, rien que transpirer un peu, ça suffit à aérer cela, quoi. Et ça fait du bien. Et le fait de faire dans un club, au contraire, ça nous a un peu plus ouvert au monde. Parce qu'avant, on était, pour la plupart, on a tous vécu des moments dramatiques, hein, ça c'est clair. Hein. Et de pouvoir relever la tête un peu, ça fait du bien quand même. Voilà, et puis sinon, ben, ça m'étonne qu'il y ait autant de monde dans la salle. Parce que d'habitude, il n'y a pas tout ce monde hein, pour nous écouter. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un sacré progrès. Hein. Alors, justement, à propos de progrès, il y a un domaine où on n'est pas tellement progrès, c'est la compréhension, comment jouer avec le système de soins, d'accompagnement. On voit que la coordination des acteurs, on voit qu'il y a des fois même beaucoup d'acteurs, comme disait Yann, elle n'est pas si simple à comprendre. Alors, du coup, l'idée, c'est peut-être de se dire comment rendre le système plus lisible. D'ailleurs, c'est un des critères de l'accessibilité au handicap psychique, la question du confort, de la sécurité, la simplicité d'usage. Est-ce que notre système de soins, d'accompagnement, d'accès aux droits, est-ce que finalement il est accessible et pour le coup, comment finalement améliorer cette coordination des soins? Donc peut-être on pourrait solliciter Morgane sur une vision un peu plus méta. Oui, merci. Effectivement, là, vous touchez au cœur du système. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de la santé mentale, tous champs confondus. Il y a évidemment sanitaire, médico-social, social, mais là, on est en train, dans le cadre notamment des travaux PTSM et de la même manière à l'échelon régional à l'agence, de s'interroger pour aller beaucoup plus loin sur les déterminants de santé, notamment, vous l'évoquiez à demi-mot, l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès à la culture, l'accès à l'enseignement supérieur. C'est tout autant d'acteurs à mettre autour de la table, acteurs institutionnels et associatifs et d'établissements. Et alors, si le principe paraît simple, effectivement, la traduction concrète, elle est beaucoup plus complexe, sachant qu'en plus, chaque territoire a son écosystème. Un département n'est pas comparable à celui de son voisin, Donc, c'est tout là l'enjeu, nous, ARS, d'arriver à être facilitateur et de pouvoir réunir autour de la table tous ces acteurs institutionnels très différents, qui ont leurs enjeux aussi très différents, d'arriver à faire cause commune, une vraie cause commune de la santé mentale, et de la même manière qu'on puisse retrouver dans les PTSM tous ces acteurs qui ne figurent pas encore, tous, mais c'est bien l'objectif d'arriver à avoir tout champ confondu au-delà des secteurs plus classiques, essentiels, mais de l'ouvrir aux acteurs, je pense notamment du travail et du logement, qui sont des travaux qui sont devant nous et sur lesquels on veut vraiment investir dans les prochaines années. Effectivement, je pense que pour ce qui est de l'accès, par exemple, à l'emploi, ça doit être, c'est quand même assez compliqué, je pense, parce que je vais vous embêter avec ça toute la conférence, la stigmatisation. Non, mais je dis ça parce que moi, en tant que personne concernée, je vois toute la bonne volonté qui est mise en place. Mais la bonne volonté des institutions, elle n'est pas grand-chose si les gens y mettent pas un peu du leur aussi. Enfin, moi, pour exemple, j'ai déjà été convoquée à un entretien, c'était pour être secrétaire dans une auto-école. Moi, j'étais toujours convoquée aux entretiens. J'étais jamais embauchée, ou rarement, mais bon.
Et en fait, le directeur m'a dit très détendu, très détendu, que voilà, il m'avait convoqué parce que j'avais une RQTH et que je l'avais donc mentionné dans ma lettre de motivation, donc une reconnaissance de travailleuse handicapée. Et donc voilà, il voulait pas qu'on le taxe de laisser sur le côté les handicapés, mais que bon, clairement, j'aurais pas le boulot. Donc il m'a proposé un café, on a bu un café. Voilà. J'aurais pu me vexer, j'étais pas en état à l'époque, mais il y a aussi, j'ai beaucoup d'anecdotes hein, sur l'emploi. J'ai aussi un patron pour lequel j'étais largement diplômée, largement compétente. C'était pas Saint-Cyr, hein, c'était pour être vendeuse en boulangerie. Mais où le patron m'a dit alors c'est dommage parce que vous avez l'air bien, mais comme vous avez une RQTH, moi les arrêts maladie c'est pas possible pour moi, j'accepterai pas. Du coup, comme si moi c'était automatique l'arrêt maladie parce que j'avais une RQTH, alors qu'il y avait quand même une chance sur deux pour que la personne après moi n'ait pas de RQTH, mais se mette un jour en arrêt maladie. Enfin, c'était complètement lunaire. Mais encore une fois. Les institutions, elles vont dans le bon sens, mais je pense qu'il faut vraiment travailler au corps les gens sur leur regard, parce que je suis à peu près certaine que ces deux messieurs avaient déjà eu dans leur entourage quelqu'un qui faisait une dépression, un ado en crise qui se scarifiait, une tante éloignée qui a fait une bouffée délirante aiguë. Enfin, voilà. En vrai, c'est beaucoup plus proche qu'on le croit, et il faudrait ouvrir un petit peu les yeux. C'est pour ça que j'avais tendance à parler tout à l'heure de campagne de masse, de parler de choses très, voilà, peut-être très génériques, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça influe beaucoup sur le quotidien, en fait. Et que, voilà. Après, c'est vrai que, encore une fois, moi, j'aurais tendance à penser que si c'est difficile d'aller vers le sport, vers les activités, les choses comme ça, c'est parce que c'est difficile de vivre avec son handicap et de se présenter aux autres avec le trouble psy, le handicap. Factuellement, c'est beaucoup de théorie et c'est pas après-demain qu'on va changer la mentalité des gens, j'en ai bien conscience. Donc effectivement, c'est très théorique tout ce que je dis depuis tout à l'heure, et je pense que monsieur a une approche plus pragmatique et plus de terrain, c'est-à-dire pour le coup de dire que le fait est que là maintenant il y a des personnes qui sortent d'hôpital et qui ont besoin de faire des activités et qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de quelque chose de plus instantané, de plus pragmatique, mais je pense vraiment pas qu'il faut qu'on perde de vue le changement des mentalités. Et peut-être que ça peut être en vrai je suis désolée, je parle beaucoup. Ça peut être en vrai une manière tout à fait complémentaire, parce que certainement que vos boxeurs un jour ils vont boxer contre des personnes qui n'ont pas de troubles psy ou qui ne sont pas rétablies. J'espère qu'il leur mettra une grosse race. Et ces jours-là, désolée, je suis un peu franche. et je pense que ce jour-là, peut-être le boxeur en face se dira, ouais, ça s'est pas vu qu'il avait un trouble psy. En vrai, il a bien boxé, et ça va être un outil d'inclusion, en fait, effectivement, pour le coup, que j'avais pas vu jusque-là. Après, je vous rejoins tout à fait. Et encore une fois, moi, je suis extrêmement tiraillé entre ma volonté, conviction personnelle, qu'à un moment donné, on arrête les conneries et qu'on puisse effectivement parler de ces questions-là de manière très ouverte. Et effectivement, une approche pragmatique, c'est qu'on accompagne des personnes et pour lesquelles la question des chances d'arriver à un moment donné à leur projet nécessite qu'on ait des stratégies qui sont contre-productives, parce qu'on vient renforcer le tabou, j'ai bien conscience de ça. Et alors, sur la question de l'emploi, je vous rejoins complètement. Aujourd'hui, le plus gros frein pour nous sur l'accompagnement à l'emploi, parce qu'on gère aussi un dispositif d'accompagnement à l'emploi, c'est le recrutement. Le recrutement est une étape qui est extrêmement compliquée, parce que d'abord, c'est souvent des épreuves compliquées pour n'importe qui. Voilà, on est un peu soumis à la question. Et si en plus, effectivement, on a des difficultés à pouvoir parfois gérer justement ces effets d'entretien, si on doit expliquer des trous dans le parcours, c'est compliqué. Et nous, on a beaucoup de gens, effectivement, qui arrêtent, comme vous, leur parcours à l'entretien. Et donc, c'est ce qui nous a amené, encore une fois, quand on a ouvert notre structure d'accompagnement à l'emploi en 90, on avait de manière très candide recruter quelqu'un qui était chargé de relations entreprises, dont son job c'était de faire le tour des boîtes locales et de dire qu'on était un organisme qui accompagnait des gens qui avaient des troubles psychiques. En 2 ans, 0 placement.
Et encore une fois, je ne suis pas dupe. Je sais que ce qui a été le frein, c'est justement qu'on parle du trouble psychique comme étant une composante de la personne en tant que projet d'insertion. Du coup, on a arrêté ça. Et effectivement, on fonctionne aujourd'hui, je l'ai dit, sur les stratégies que j'appelle moi en sous-marin. C'est-à-dire, en fait, on a complètement anonymisé notre structure qui ne fait aucune référence à la question du trouble psy. Ça s'appelle LIFT, LIFT, lieu d'insertion par la formation et par le travail. On aide les gens, effectivement, à pouvoir, à un moment donné, être capables de mettre à distance la question des troubles dans les entretiens, de masquer un peu ces questions-là. Et puis, une fois qu'ils ont passé le cap du recrutement, on laisse un peu les choses s'installer dans la relation avec le collectif ou le patron. Et puis, on va se présenter comme étant un organisme qui accompagne des gens qui cherchent du travail. Si on sent qu'il y a une sensibilité, pour quelque motif que ce soit, on va introduire la question du trouble de manière assez ouverte. Si on sent que la personne pose des questions en disant il y a des choses qui sont un peu compliquées, on va ce qu'on appelle techniciser le handicap. Donc en fait, on va parler de handicap cognitif, de procédures mnésiques, voilà, qui sont des vocabulaires extrêmement rassurants, notamment pour des entreprises, voilà, ce qui permet de commencer à dire des choses sans dire le fond des choses. Et puis parfois, on a effectivement des gens qui vont nous dire, mais oui, moi, dans mon entreprise, dans mon entourage, j'ai des gens, et là, on peut être beaucoup plus ouvert et voir avec la personne ce qu'elle a envie qu'on dise. Mais clairement, c'est ça. Alors après, l'autre stratégie, c'est moi, je crois beaucoup aussi aux dispositifs qui permettent des mises à disposition sans que l'employeur il ait son mot à dire sur qui va venir travailler. Et du coup, il ne regarde pas sur un parcours ou sur un entretien qui a été chaotique, ils vont voir des compétences. Et là aussi, ça modifie profondément la question du recrutement. On a géré une entreprise d'insertion sans mur, on était uniquement en sous-traitance sur site, on n'a jamais autant, entre guillemets, accompagné personne à l'emploi grâce à ce dispositif. Parce que là, on venait faire sauter toutes les représentations négatives sociales qui fait parce que effectivement j'ai un trouble, je ne vais pas être fiable, je vais être en arrêt maladie, je vais rater des trucs. Voilà. Ils voyaient travailler les gens, ils étaient stupéfaits de ça. Alors, encore une fois, c'est un regret, mais il y a un côté pragmatique de dire, nous, on ne veut pas que les personnes aient des chances empêchées au motif qu'aujourd'hui, oui, il y a encore des grosses difficultés à parler de ça tranquillement. Du coup, avant de vous laisser la parole à vous assemblée, je vais peut-être libérer Morgane Massieu, parce que du coup, je sais ce que c'est de prendre des trains. Et donc, on vous dit à bientôt, parce que la suite se fera après cette journée. Merci encore d'être venu. Et donc, la parole est à vous en grande assemblée, sachant que nous avons quelques micros pour vous aider à vous exprimer à haute voix. Ouais. La difficulté, c'est toujours de poser la première question. Je la poserai pas moi la première. En fait, c'est mon métier de poser la première question. En fait, j'ai une remarque et une question. Enfin, la remarque, un commentaire sur la stigmatisation, comme vous disiez, Astrid. Je suis d'accord avec vous, Marlène, le fait que des voix s'élèvent. Enfin, il y a 40 ou 50 ans, c'était la communauté gay aux États-Unis qui faisait son coming out. Peut-être que dans les années 2020, c'est la communauté psy qui fera son coming out. Et je pense, et ça, enfin, j'y crois fermement et sincèrement, puisque je vis avec un proche qui a des troubles psychiques depuis 28 ans maintenant. Donc, enfin, je fais partie des anciens et vous êtes très jeune et j'ai vu beaucoup évoluer le regard, j'ai beaucoup vu évoluer la prise en charge, etc., etc. Donc, bon, je suis peut-être un peu une optimiste béate, mais moi, j'ai assez confiance dans le fait que on va on va vers ça. Et ce qu'on a vu dans cette manifestation du 18 octobre, les personnes dans la rue, dans les rues de Lyon, je pense qu'on aurait fait ça il y a 4 ans, c'était un flop. Et là, les personnes venaient vers nous pour savoir de quoi on parlait avec les personnes qui défilaient, on dit vous êtes courageux de défiler, on dit c'est chouette ce que vous faites. Donc, je pense que le regard, il est en train de changer. Ma question, elle est plus sur, on a parlé de jeunes, et je suis absolument d'accord sur le fait que c'est l'avenir et on doit absolument préserver et travailler sur la santé mentale des jeunes. Mais nous sommes un certain nombre à avoir des vieux enfants. Et la question aussi de l'activité, donc peut-être du bénévolat plus que du travail, ou de l'inclusion dans la société des personnes,
on va dire entre guillemets, seniors, puisque dans les entreprises, à partir de 45 ans, on est senior, plus les problèmes que ça peut poser ensuite dans les EHPAD ou autres. Donc voilà, c'est aussi des questions j'aimerais bien peut-être avoir votre avis sur cette question. Ça, c'est une vraie question. Pardon d'avoir été aussi long. Alors moi, je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le... voilà, je fais la maligne, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis désolée. Oui, pour ce qui est des jeunes, voilà, j'ai trouvé que c'est... Désolée. Sur votre optimisme, sur le fait que les choses avancent, même si, bon, moi j'ai tendance à voir les années où je me suis sentie incomprise. On est toujours un peu auto-centré, hein, ça c'est un petit peu normal. Mais je partage votre optimisme parce que j'ai l'impression que les adolescents, alors la fameuse génération Z, qui sont des adolescents, ou en tout cas des jeunes adultes, est-ce que la photo Covid, je ne vais pas féliciter le Covid, mais est-ce que la photo Covid, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont tendance à verbaliser la souffrance morale beaucoup plus qu'avant. Et en vrai, c'est comme ça que ça viendra, je crois. C'est que quand on arrêtera de penser qu'on est tout seul à souffrir et qu'on se rendra compte qu'on est 5-6 sur une classe de 20, ça deviendra un vrai sujet, un sujet important. Donc, je partage votre enthousiasme là-dessus. C'est vrai que je tendance à dresser un portrait un peu noir, mais le fait est que je trouve que les générations qui viennent sont... Enfin, je trouve ça assez enthousiasmant. Et pour ce qui est encore une fois, de la santé des jeunes, je pense qu'il faut leur donner les outils. Je pense qu'il faut leur donner les outils. Alors moi, je sais que dans ma ville, ces projets, ils sont portés par la maison des adolescents, les choses comme ça. Mais je pense que ces endroits aussi gagneraient à embaucher des pères aidants. Simplement parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai commencé à montrer des signes de maladie dès mes 16 ans, 15-16 ans. J'aurais aimé qu'il y ait un endroit alors il y avait le CMP, j'ai été très tôt au CMP, mais je crois que j'aurais aimé qu'il y ait aussi un endroit où il y a un adulte qui me dise « Moi aussi, j'ai connu ça, et en vrai, tu n'es pas obligé de faire une croix sur la vie avec le Labrador en banlieue, les enfants, et voilà. Je pense qu'il faut que les adultes, il y ait des adultes, des pères aidants, évidemment, pour ma chapelle, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des pères aidants qui soient là pour les jeunes et pour leur dire tu n'as pas forcément à faire le deuil de la vie que beaucoup de gens veulent, hein. Simplement, il s'agit juste d'adapter. Et je pense que c'est important aussi parce que ça va aussi faire comprendre au reste du monde que la maladie psychique, c'est pas une mort. Voilà. C'est juste, il faut adapter. Voilà. C'est juste voilà. Juste, je suis assez d'accord pour dire qu'en 30 ans, en tout cas sur ce que j'ai vu, les choses ont évolué. Ça, je suis très clair, et de ce point de vue-là, j'ai effectivement une forme d'optimisme. En 30 ans, les choses ont bougé. Pour autant, les choses restent très compliquées, y compris, après, vous le disiez, par exemple, sur des personnes plus vieillissantes. Aujourd'hui, on a aussi des difficultés, nous, quand en établissement d'hébergement, on est touché par la limite d'âge de l'établissement et qu'on doit envisager, du coup, des entrées en établissement personnes vieillissantes. On a encore des freins majeurs sur le fait que, non, on n'est pas adapté, on ne va pas y arriver. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a encore du boulot. Et encore une fois, oui, ça progresse, mais il y a encore du job. Et après, à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire jouer la question du droit, quoi, parce qu'il y en a un peu marre d'être toujours dans le fait de demander ou pardon, ou de... non, c'est un droit, c'est pas discutable. Et donc, je suis aussi, moi, très réjoui de voir qu'il y a des collectifs d'associations qui se montent, avec aussi des velléités de revendication des droits, des velléités, effectivement, de venir soutenir les personnes concernées avec des gens qui ont une expérience et une légitimité pour ça. Alors, je fais pour moi référence à l'association Pixel, hein, qui vient nouvellement se créer sur le territoire, et sur lequel, effectivement, je trouve un vrai intérêt à ces initiatives, voilà, des initiatives qui font porter des concepts à la fois novateurs et puissants sur la question du droit, sur la question des pertes de confiance. Voilà, c'est comme ça des choses aussi qu'on va faire progresser.
Et il faudra sans doute à un moment donné instaurer un peu un rapport de force et pas tout le temps être dans s'excuser, voilà, de pouvoir accompagner les personnes ou être personne concernée et vouloir revendiquer une vie normale. Bonjour, moi c'est pas tellement une question, c'est plutôt un partage d'expérience qui est aussi hyper important et qui, à mon sens, va compléter un peu tous les propos qui ont été dits et qui sont hyper intéressants. Je vous remercie. Donc en fait, moi je suis responsable sur Valence d'une association qui s'appelle l'Embarcadère, qui est une association d'usagers en santé mentale qui a été créée à Montélimar et qui se développe justement en Drôme-Ardèche, où les personnes gèrent l'association des personnes concernées. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de besoins, notamment en père aidance autres que professionnels, que les personnes, en fait, elles ont besoin d'avoir du lien, de sortir de leur isolement. Donc nous, par exemple, on propose des groupes d'échange exclusivement entre personnes concernées. Et en fait, là où j'ai été beaucoup étonnée sur mon secteur d'intervention à l'Embarcadère aussi, c'est qu'on est vachement attendu des autorités locales, les CLSM, la ville, même au PTSM où on a participé. Il y a une réelle demande actuellement je dirais, de certaines instances à valoriser la santé mentale. Voilà, donc vraiment le côté associatif prend vraiment une place qui peut être très importante dans le sens où en fait les personnes elles viennent et elles partagent vraiment leur expérience sans qu'il y ait un statut de salarié, etc., qui est hyper intéressant. Et pour rebondir aussi sur ce qu'avait dit Marlène sur la commission des usagers où il n'y a pas d'usagers, c'est quelque chose qui nous a énormément choqué justement que en fait les usagers ils sont représentés justement plutôt par l'UNAFAM, les familles, etc. Nous on a demandé à faire une demande d'agrément à l'ARS pour un agrément régional. On attend la réponse justement pour que dans les instances, pour faire avancer notamment dans la commission des usagers les soins en santé mentale, il y ait vraiment des personnes qui ont vécu la chose qui feront avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a le GEM de Roanne qui est dans des procédures pour être représentant d'usagers, donc je pense qu'il y aura des choses à discuter. Il y a d'autres mains qui se lèvent. Bonjour à tous. Alors moi, c'était pour vous faire part d'une petite déception que j'ai eue quand j'ai lu le questionnaire des états généraux, parce que j'avais trouvé intéressant de parler de la vie intime et affective des personnes concernées, et ça y était pas. Alors j'ai d'abord posé la question sur si c'était une volonté ou pas que ça apparaisse pas dessus, et j'ai appris que oui. Et oui, parce que malheureusement, c'est encore un sujet qui est trop tabou, et moi je trouve ça super dommage, parce qu'on y en a beaucoup de personnes concernées qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'en parler, et on parle... Par exemple, si on va dans les EHPAD, on va dire, ils se font du bien, ces petits vieux, ils se font plaisir. Mais quand on va à l'hôpital psychiatrique, on va parler de consentement, et moi, ça m'interroge beaucoup. Parce que là où on parle de pouvoir d'agir, de rétablissement, parler de consentement, je sais pas, moi, ça me fait un peu mal aux oreilles, en fait. Et j'aimerais vraiment qu'on aide les personnes qui sont concernées à s'exprimer là-dessus, parce que je trouve ça trop dommage de pas en parler. Voilà. Vous avez terriblement raison, et on n'avait même pas vu que ça était pas, parce que nous, dans le collectif qu'on a animé sur le territoire autour justement des thématiques d'états généraux, on a introduit la question justement de la sexualité, de la vie affective, et on a vu effectivement que ça a été des sujets qui ont été très preneurs pour les gens, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui sont souvent mis de côté, avec des choses tout à fait authentiques qui ont été exprimées. Alors là, c'était aussi beaucoup dans la question de l'établissement, et l'établissement, pour le coup, j'en parle assez librement, même si on essaie de faire beaucoup d'efforts là-dessus. On est parfois un peu effectivement coercitif sur cette dimension-là, ne serait-ce que par la question de la configuration des lieux. Mais vous avez raison, c'est une question qui a été longtemps éludée, alors sans doute pour des questions un peu morales ou je ne sais pas quoi, mais il y a aussi des convictions
très fortement ancré que quand on est personne concernée, on ne pourrait pas avoir une vie de famille. Voilà, on a ouvert, nous, des groupes autour de la parentalité, autour de la vie affective sur le centre de réhabilitation de Saint-Étienne. Et voilà, c'est des sujets qui sont effectivement très, très demandés. On a un boulot énorme à faire là-dessus pour effectivement lever voilà, nos tabous, nos pudeurs, nos difficultés, nos propres difficultés nous, avec ces sujets-là. Parce que oui, c'est un sujet qu'on ne peut pas occulter quand on parle de la vie. C'est un élément fondamental. Et bien évidemment, vous avez raison, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant là-dessus. Moi, j'ai accompagné quelques personnes à remplir le questionnaire des États généraux de Santé mentale France. Et il y a cette thématique vie sexuelle et affective. Et les réactions que j'ai eues des personnes que j'accompagnais, c'était beaucoup, en fait, elles s'interdisaient elles-mêmes d'y penser. Elles me disaient, de toute façon, avec les traitements, et la phrase s'arrêtait là. Et en fait, enfin, en gros, avec les traitements, j'insistais un peu. Et donc, avec les traitements, ben, il n'y a pas de libido, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'attirance, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de moyens. Et du coup, c'était presque, en tout cas, sur l'échantillon qui a été le mien, hein, c'était presque comme si c'était pas un sujet. Voilà. Et j'ai aussi, je reviens sur la question de l'emploi. J'ai aussi eu des retours sur l'emploi où j'ai senti, et d'ailleurs c'est marqué dans le questionnaire, que pour un certain nombre de personnes, attendez, parce que moi j'aime bien, j'ai mes notes. Oui, ce qui ressort, c'est que toutes les personnes concernées n'ont pas un désir en fait, d'aller vers l'emploi, un désir d'activité professionnelle. Il n'est pas partagé par tous, hein, donc ça ressort dans les conclusions de l'enquête. Et en fait, c'est aussi, comme en Ardèche, on a travaillé un groupe père aidance professionnel, on a abordé les questions de la rémunération et de l'emploi. Et il y a d'autres freins que celui de la stigmatisation, voilà, dont on a parlé. Donc, je voulais aussi quand même dire ça. Mais peut-être sur vie sexuelle affective, tu voudrais en parler. Ben moi, personnellement, quand j'ai rempli le questionnaire, moi, j'ai la chance d'avoir un traitement qui n'atteint pas le désir. Donc, du coup, je pourrais pas trop en parler. Pour le coup, je suis pas une personne concernée sur ce sujet-là. Mais par contre, je suis personne concernée sur un sujet qui fait partie de ce que tu dis. C'est la parentalité. Moi, ça fait 10 ans que j'essaie de tomber enceinte. Et un jour, en prenant des renseignements à un parcours PMA, on m'a demandé une lettre de recommandation de mon psychiatre pour attester que je ne me suiciderais pas une fois que j'aurais accouché. Parce que le taux de baby blues était supérieur avec une PMA et que, en plus, moi, j'avais un pet au casque. Alors, oui, vous imaginez bien le truc. Donc, du coup, bon, il y a des choses comme ça. Il y a des maladresses de professionnels aussi, hein, je suis entourée de gens qui ont un trouble psy ou qui ont fait un épisode décompensatoire il y a 15 ans et qui depuis tremblent en emmenant leur enfant à l'école parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne. Il y a un vrai sujet aussi autour de ça, autour de la responsabilité des gens. Alors qu'il y a énormément de gens qui, excusez-moi du peu, mais déconnent grave, mais qui n'ont pas de troubles diagnostiqués et qui ont des enfants et personne ne les embête. Donc, encore une fois, c'est un vaste sujet, mais je pense que, en remplissant le questionnaire, je crois que je me suis auto-censurée aussi un petit peu. Il y avait un côté... une pudeur un petit peu. Je me suis dit peut-être. C'est une très bonne remarque parce que je me rends compte en y réfléchissant là que je me suis un peu auto-censurée, que c'est pas ce que j'ai mis le plus en avant dans le questionnaire, clairement. Mais en vrai, j'aurais des trucs à dire. La preuve, je vous tiens la jambe depuis tout à l'heure. Mais du coup, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faudrait aborder, mais je crois qu'il y en aurait beaucoup encore à aborder. Mais voilà, c'était un peu parler pour rien dire. Bonjour, Vincent Verret, ancien salarié de Coordination 69. J'ai notamment participé à la rédaction de ce questionnaire. Et la question de la vie affective et de la parentalité a été une question
qu'on s'est posé. Est-ce qu'on le met dans le questionnaire? Est-ce que ça fait partie d'une étude qu'on fera en parallèle? Alors, on a décidé de la garder parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est trop souvent tabou, que ce soit dans les structures sanitaires, médico-sociales et autres structures associées à la santé mentale. Mais effectivement, les bases de cette étude feront l'objet d'une étude proprement parlée sur la vie affective et la parentalité. Je voulais aussi rebondir sur le fait qu'on pouvait faire de la déstigmatisation sans forcément parler de troubles psychiques, comme monsieur qui fait de la boxe dans son club dans la cité, ça fait partie de l'inclusion. Et je ne suis pas sûr que monsieur ait parlé de son trouble en arrivant dans le club. Moi, par exemple, je fais du théâtre. La première réaction que j'ai eue, c'est je suis allé voir la prof, j'ai dit voilà, j'ai tel trouble, si ça se passe mal, voilà ce qu'il faut faire. Elle m'a dit mais je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que tu fais du théâtre, tu es là pour faire des loisirs. Si ça se passe mal, bah, on appellera le 15 et puis c'est tout, quoi. Donc, pas oublier que les personnes sont des personnes à part entière et ne se définissent pas seulement par leur trouble. Ça me semble important de le rappeler. Pour ce qui est de l'emploi, ce qui est compliqué, c'est notamment les trous dans le parcours et de parler de la maladie psychique. On a beau mettre la RQTH sur le CV ou la lettre de motivation, ça peut ouvrir des portes, mais ça peut aussi l'enfermer. Je me souviens notamment d'un entretien d'embauche où on m'a carrément demandé quel traitement je prenais. J'aurais dit, c'est vous qui allez me la faire, la piqûre? Et j'ai claqué la porte. Voilà. En fait, je voudrais savoir une question. Moi, j'ai une maladie et je voudrais savoir si ça se soigne, cette maladie, parce que je l'ai depuis très très longtemps, cette maladie, depuis toute petite. Et la maladie que j'ai, ça s'appelle la maladie de Raynaud. Et la maladie de Raynaud, je voudrais savoir si ça se soigne, la maladie de Raynaud, parce que je l'ai depuis toute petite. Est-ce que vous avez la réponse? Non, moi, je ne connais pas du tout. Composante génétique dans la maladie de Raynaud. Il y a des services dédiés, spécialisés sur ce sujet. Bon, on se fera à la pause. D'autres questions? Oui. Excusez-moi, bonjour. Je suis un patient qui vit en foyer de vie à Lyon. Il m'appelle Jamel, le poète de Lyon, parce que j'ai fait de la poésie. Et je fais aussi du slam. Et puis, voilà, j'ai eu un parcours en plusieurs fois répété en psychiatrie pendant 30 ans. Et ça n'a pas été évident au tout début. Il y avait des grosses crises de cauchemar, en fait. C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde, mais qu'ils ne savaient pas la diagnostiquer. Du coup, de plusieurs symptômes, ils ont ensuite transformé le nom en psychose chronique. Et j'ai évolué. J'ai arrêté les petites bêtises, par exemple de fumer du cannabis. Et maintenant, je me sens plus stable, déjà d'avoir arrêté ça, parce que ça allait à l'époque. Mais avec la maladie, quand elle arrivait, il ne fallait plus continuer. Et avec les traitements, encore moins. Et je voulais dire aussi juste quelques mots sur le rétablissement, la stabilité, que en fait, il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est quand on va bien, c'est grâce aux médicaments. Ça va mal, il faut les prendre. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Donc, je dis un peu aussi en rime, dans mes poèmes, ils nous cachetonnent et veulent qu'on fonctionne. Voilà, donc comment fonctionner quand on est cachetonné des fois? Et des fois, on arrive à s'en sortir. Les miracles existent, malgré le pessimisme que je vois dans le monde, sur la santé, sur tous les sujets qu'on peut évoquer dans la vie. Et je dis à tout le monde, il faut garder la pêche et cracher le noyau, il y aura des jours plus beaux. Et,
Merci beaucoup à vous tous. Et, parce que je fais chaque année des conférences des fois et je récite un poème. Et il y a aussi des petites rimes genre je me défends à l'aide d'un traitement pour éviter la chambre d'isolement. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut toujours se battre. Sa vie, elle a soi avant tout. Et elle appartient à personne. Et même si on écoute, moi j'ai un psychiatre magnifique qui m'a suivi pendant 20 ans, qui m'a connu dans tous mes états. Et que je revois là en libéral parce que je suis stabilisé, je suis plus suivi en centre médico-psychologique en CMP. Et ce psychiatre est génial parce qu'on se fait confiance, on avance. Là, j'ai eu une petite baisse de 50 mg qui joue beaucoup pour moi, malgré la peur de ma directrice, etc., et qui voulait pas qu'on y touche, que je suis bien comme ça, etc., et tout. J'ai réussi à avancer tout doucement et je continue à avancer. Et même si on a perdu en autonomie, qu'on peut plus travailler, qu'on a une vie sentimentale gâchée, avant même qu'elle existe. Voilà, quoi. Il faut se battre dans la vie, il faut croire en soi avant de croire en qui que ce soit. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Oui, possible. Je fais partie du monde de la pérénance professionnelle et de la pérénance associative. Mais là, c'est pas en ce nom-là que je vais parler, c'est en mon nom de personne individuelle voilà, concernée. En fait, pour rebondir sur ce qui a été dit et parler finalement de rétablissement et du fait que les chemins ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Souvent, d'ailleurs, on croit qu'il n'y en a pas au départ, mais en fait, si. Deux petits exemples. Quand j'avais 25 ans, je me plaignais à mon psychiatre que j'avais plus de libido. C'était très compliqué d'avoir une vie affective dans ces conditions à cet âge-là. En tout cas, c'était particulièrement difficile. Il disait toujours Un jour, il m'a dit, vous savez, mademoiselle, chez les femmes, à partir d'un certain moment, la libido... J'avais 25 ans. Là, je me suis quand même un petit peu... J'ai commencé à m'interroger quand même sur la psychologie de mon psychiatre. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et puis, je suis restée avec ma vie sentimentale et affective tout à fait difficile, jusqu'à ce qu'une amie un jour me dise « Mais tu sais, il y a des gens, ça s'appelle des sexologues, et moi j'en connais un, il est super. Tu devrais aller le voir. » Alors je suis allée le voir. Et là, j'ai découvert que sa psychologie était extrêmement ouverte sur la santé mentale, qu'il connaissait un nombre infini de choses que j'ignorais sur mes propres traitements et leurs effets, mais aussi sur les conséquences de crises psychotiques à répétition sur le psychisme, qui peuvent affecter effectivement la vie sexuelle, puisque elles détruisent un certain nombre de choses, mais que ça peut se reconstruire, et personne dans le monde psy ne me l'avait jamais expliqué. Et du coup, j'ai pu commencer un parcours en changeant de psychiatre pour à la fois travailler sur mes traitements, à la fois travailler sur ma récupération intérieure, psychique, ma reconstruction, et j'ai retrouvé à un moment une vie affective et sexuelle. Mais il a fallu que je découvre que d'autres types de médecins étaient très connaisseurs de la psychologie féminine. Donc ça, c'est quand même pour montrer que les chemins sont parfois détournés. Et l'autre chose, c'est par rapport au travail. J'ai beaucoup de difficultés à trouver un cadre d'emploi dans lequel je pouvais fonctionner de façon durable, alors que j'étais par ailleurs plutôt performante, une bonne professionnelle, une très bonne professionnelle, mais avec des tas de conditions, par exemple les open space. Vous connaissez les open space ? Vous avez essayé de travailler dans un open space quand vous avez des problèmes de concentration aiguë, par exemple. Combien de temps vous tenez ? On danse les paris ? Bon. Ça s'est soldé plusieurs fois par des démissions, des tas de choses comme ça. Et le sentiment, un licenciement pour inaptitude, de démission, le sentiment d'être incapable, le sentiment de ne servir à rien, le sentiment d'être inadaptable, jusqu'au moment où j'ai commencé à essayer de créer des conditions ou trouver des conditions adaptées. Mais pour ça, il faut mettre le doigt
sur la bonne chose, c'est pas moi qui suis incompétent, c'est mon environnement de travail qui n'est pas adapté et qui ne sait pas utiliser mes qualités. Donc, je pense qu'à un moment, on a quand même beaucoup de marge de progrès et d'espoir pour tous, qu'on ait envie de travailler ou de faire autrement. Voilà. J'avais 2 sujets à aborder très rapidement pour rebondir sur tout ce qui est intimité, vie intime, etc. Moi, mon expérience, j'étais dans une clinique de réhabilitation psychosociale et j'ai été viré parce que j'avais des relations avec une copine. Donc en fait, j'ai pas été viré comme ça. Ils m'ont augmenté le traitement, j'ai refusé et donc ils m'ont viré. Et puis, sinon, je voulais parler des résidences accueil parce que c'est là que je suis en ce moment. Et c'est un bon moyen, je trouve, pour rompre l'isolement. Parce qu'avant, j'étais très isolé. Et depuis que je suis en résidence accueil, c'est un type spécifique de pension de famille qui s'adresse aux personnes qui ont un trouble psychique, mais qui sont relativement autonomes. Et bien, depuis que je suis en résidence accueil, j'ai beaucoup moins de problèmes d'isolement, en fait. Donc, ce serait quelque chose à multiplier. Avis à tous ceux qui ont un pouvoir là-dessus, de les multiplier sur le territoire. C'est d'ailleurs un des travaux de la Coordination régionale de santé mentale France sur le déploiement, l'accompagnement des résidences accueil. Je crois qu'il y a René et Fabienne qui étaient dans la salle. C'est multiplier les outils pour le rétablissement. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou une dernière remarque. Oui, bonjour à toutes et tous. Moi, je voulais partager une réflexion plutôt qu'une question, même si ça peut prendre la forme d'une question pour toutes et tous. Je voudrais revenir sur un terme qui a été employé par Astrid Dorn en début d'intervention, le mot précarité. Moi, voilà, en tant que chef de service d'un dispositif médico-social, je m'interroge beaucoup ces derniers temps. Je suis assez préoccupée sur justement la question de la précarité, du lien de la précarité de la santé mentale, puisqu'on sait que la précarité peut amener à des troubles de santé mentale et inversement. Les choses peuvent être intrinsèquement liées. Mais aussi pour contextualiser ça également au contexte social actuel, un contexte d'instabilité politique, un contexte d'austérité budgétaire avec des annonces qui ont été faites par le gouvernement concernant par exemple la prise en charge des ALD. Donc on sait que sur le sujet de la santé mentale, ça peut être très problématique. Donc je sais, voilà, moi je m'interroge par rapport au travail qu'on peut mener, par rapport aux conséquences que cela peut avoir sur les personnes accompagnées, sur cette question un petit peu d'incertitude, comment travailler le rétablissement, soutenir les personnes vers une forme de rétablissement quand il y a une incertitude sur les revenus, sur le logement, sur l'emploi et sur, de manière générale, l'incertitude dans laquelle on est un petit peu toutes et tous prises en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Donc il y a des choses très positives qui ont été dites jusqu'à présent, donc je ne veux pas plomber l'ambiance. Voilà, et puis on voit que les choses bougent, ne serait-ce que par le nombre de personnes présentes qui sont là aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, moi je me dis aussi qu'il y a des choses à travailler de manière un peu plus large aussi sur la question de l'accès aux droits et sur la question aussi de l'état actuel des politiques publiques et sociales qui peuvent avoir des répercussions sur la santé mentale. Voilà. Et du coup, je prends la balle au rebond. Si c'est possible, Christophe, une dernière parole. Oui. Je prends le micro, c'est simplement pour dire à Astrid merci, parce que vous êtes une super belle ambassadrice de notre cause. Et j'aimerais lui dire que ça me ferait plaisir qu'elle me fasse l'honneur de nous suivre en Corbusier 4 à 15h45, parce que la présidente du GEM Les Moyens du Bord, dont je suis secrétaire, m'a demandé un témoignage sur ce que c'est de vivre avec la psychiatrie, les conséquences au fil de la vie et tout. Et bon, ça sera pas très original parce que ça soulève plein de thèmes qui ont été abordés ici, mais j'aimerais bien que s'il y a du personnel médical qui me fasse ici l'honneur d'y être pour en discuter un petit peu après, s'ils le veulent. Merci. Merci Astrid. Merci beaucoup.
Alors du coup, oui. Et pour la dame qui a posé la question juste avant, je prends la balle au rebond parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me tient très fort à cœur, la précarité, parce que j'étais bonne à l'école. Puis j'étais une fille de prof en plus, alors j'étais obligée. Et ça a été d'autant plus douloureux quand mes parents, mon entourage et moi-même avons pris conscience qu'un trouble psychique, ça pouvait empêcher de réussir dans la vie, professionnelle, hein, j'entends. Et du coup, aussi, avec autant de qualités que je puisse avoir, même si, bon, j'ai aussi des défauts, un paquet. Mais je veux dire, le fait est que je suis trop malade pour bosser normalement, on va dire, mais pas assez pour avoir droit à quelque chose, parce que je suis pas assez handicapée pour avoir droit à l'AAH, par exemple. Je sais que c'est le cas d'énormément de gens. Je sais qu'il y a énormément de gens, et c'est pour ça que je suis un petit peu toujours en colère quand on parle des bénéficiaires du RSA qui veulent pas travailler. Moi, je pense qu'il y a une énorme partie des bénéficiaires du RSA, peut-être pas la majorité, il faut peut-être pas déconner, mais une partie quand même qui est enclavée dans le RSA aussi parce qu'il y a des problématiques psychiques qui ne sont pas prises en compte. Après, de toute façon, je pense que de ce que je comprends, de comment ça se passe, enfin moi à mon niveau de père aidante, je trouve qu'il y a, c'est Marlène un peu qui on en a parlé il y a pas longtemps, qu'il y a un monde médico-médical, j'appelle ça médico-médical, où on parle de psychiatrie, on est dans quelque chose de très médical, c'est nul, hein, mais voilà. Et il y a le monde du médico-social, où là, il y a des associations, il y a beaucoup de travailleurs pairs aussi. Et j'ai l'impression que ces deux mondes ne communiquent pas beaucoup, ou pas assez bien. Et a priori, c'est vrai. Et du coup, et c'est dommage. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans l'aide, entre guillemets, des institutions. En vrai, le travailleur pair, c'est un travailleur du lien. Il faudrait refaire du lien même entre les deux mondes des travailleurs pairs, parce que je pense que effectivement, de toute façon, il y a un moment donné où, à cause d'un trouble psychique, les droits au chômage s'épuisent, le RSA se pointe. Il y a aussi un monde où quand on vit avec 500 € par mois, et je vous le dis, j'espère que je vais en convaincre un maximum qui ne le pensent pas déjà, vivre avec 550 € par mois, c'est pas cool. Sérieux, je profite de rien, je sors pas, voilà. Donc, et donc du coup, pour trouver du travail, pour se faire du réseau, parce que travailler dans le social, c'est aussi se faire du réseau. Donc, pour se faire du réseau, pour se faire des amis, pour tout ça, il faut de l'argent. Alors, ok, effectivement, et heureusement qu'il y a des endroits où on peut créer du lien, grâce aux hôpitaux, grâce au CMP, grâce aux associations locales, voilà, aux clubs sportifs. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place et il faut en profiter. Mais je pense que c'est dans les deux sens et qu'effectivement, si le médical pouvait un peu plus communiquer avec le médico-social pour que... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'assistantes sociales dans les hôpitaux, mais peut-être on pourrait faire plus, ou parce que pas que dans les hôpitaux, parce que je parle des gens hospitalisés forcément, mais je pense que de manière générale, sans forcément passer par la pathologie psychique, il y a une fatigabilité générale qui s'accroît, pas que chez les malades psychiques. Et du coup, ça nécessiterait certainement un aménagement de la manière de travailler, mais pour tout le monde en fait. De la manière de vivre, et toutes les questions depuis le Covid qui tournent autour du télétravail, des choses comme ça, c'est des problématiques qui arrivent doucement. Mais je pense que la précarité, il faut pas avoir peur d'en parler. Il faut pas avoir peur d'en parler en faisant le lien avec la santé mentale. La précarité et la santé mentale, c'est vraiment... Enfin, je suis d'accord. Voilà. Moi, je vais dire un micro-truc parce que c'est 15h32. Donc, en Ardèche, dans le cadre du PTSM, on a des réseaux santé-précarité. Et aussi dans le cadre des CLS et des CLSM, c'est des réseaux qui ont explosé en 2 ans. Il y en avait 1 ou 2, là, il y en a 6 ou 7.
un par bassin de vie quasiment. Et pour ce qui concerne plus particulièrement mon travail, donc les réseaux santé précarité, on rapproche les acteurs du sanitaire, de la psychiatrie, du médico et les travailleurs sociaux, en fait, les acteurs de la précarité, et on essaie de les faire dialoguer ensemble. Ça marche plus ou moins bien. Et là, par exemple, on a signé une convention IML Santé pour l'accompagnement dans le logement. Donc, je ne sais pas si ça parle, c'est l'intermédiation locative, en fait, qui sont des places dans des logements autonomes, accompagnés par des travailleurs sociaux. Et on a signé un partenariat avec la psychiatrie autour de places réservées, entre guillemets, à des personnes suivies en psychiatrie. Et donc, il y aura un étayage sanitaire à domicile. Donc, on est bien obligé de faire dialoguer deux équipes. Et en fait, c'est très, très compliqué. Il y a une énorme attente, il y a une énorme demande. Tout le monde partage ce constat, que c'est à peu près les mêmes personnes, et qu'il faut arriver à dialoguer autour des parcours. Mais en même temps, il y a vraiment des grosses difficultés à faire travailler les deux secteurs ensemble, parce que le secteur de la psychiatrie dit qu'en gros, dans le logement, c'est les personnes qui ne sont pas suivies qui posent souci, et le secteur du médico-social dit au contraire, on ne veut pas des personnes suivies en psychiatrie parce qu'elles vont vraiment apporter trop de problèmes. J'ai beaucoup parlé, je vais laisser conclure Christophe. Bon, pour te dire que avec problème psychiatrique ou pas, on s'en sortira toujours un jour. Et puis surtout, rappelez-vous bien, l'homme n'est pas une marchandise. Merci à tous pour tous ces échanges qui étaient très riches. Je vous remercie pour toutes vos remarques. Moi, je voulais rappeler en fait que ce plaidoyer est une feuille de route pour l'action et que ce travail n'est pas une fin, mais un point de départ. Et qu'il nous appartient collectivement d'en faire un levier de transformation dans nos pratiques. Merci à tous.